Est-ce que t'as lu le chapitre 1031 de One Piece? Franchement, ce chapitre va marquer d'une pierre blanche l'histoire de Sanji dans One Piece. Franchement, mais est-ce que t'as vu ce que Sanji a fait dans ce chapitre? Sanji a réussi à donner un coup sans se fracturer le tibia? Oui, il aurait pu faire ça, c'est vrai, il aurait pu faire ça. D'ailleurs, même, il l'a fait à la fin, mais surtout, il a éclaté la Red Suite. Et ça donne une profondeur au personnage de Sanji, franchement, qui est excellent. Toutes les questions qui se posent, tout le développement en quelques cases, franchement, c'est génial. Et vous qui me regardez depuis pas mal d'années au niveau de One Piece, vous savez ce que représente Sanji pour moi. Sanji est sûrement le personnage que j'adore. Je suis plus de la team Sanji que de la team Zoro. Je vous l'ai souvent dit, j'ai eu mal à mon Sanji. Oui, j'ai eu mal à mon Sanji. Mais là, ça y est, on va enfin avoir ce personnage qu'on attend depuis tellement longtemps, et on va parler de tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1031. Alors, avant de parler en détail de Sanji, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé juste en amont parce qu'il y a des petites choses bien intéressantes. Déjà, Big Mom avec le combat de Law et de Kid. Je l'avais dit, franchement, c'était obligatoire. Big Mom n'allait pas se laisser latter la bouche par quelques petites poutrelles et un petit éclatement à l'intérieur de son corps. Sauf que là, franchement, je pensais pas qu'elle allait venir aussi vénère. Dans ma tête, je pensais qu'elle allait avoir des dégâts, mais qu'elle allait quand même continuer à combattre et que ça l'envoyait, quoi. Sauf que là, Big Mom, elle a presque rien. Et en plus de ça, elle se prend une année d'expérience de vie pour augmenter ses capacités et devenir carrément une Big Momzilla. Oui, je vais l'appeler comme ça, une Big Momzilla. Elle me fait peur. Moi, franchement, elle me fait peur. Je sais pas pour Law et pour Kid. Non, parce que eux, je pense que ils ont ce qu'il faut là où il faut et ils vont y aller. Mais comment ils vont réussir à battre Big Mom? Je ne sais pas. Et c'est ça qui me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est la énième fois qu'Oda nous donne un truc absolument dingue sur Big Mom et toujours après, dans un ou deux chapitres, il se passe une connerie où elle est éjectée. Est-ce que on va avoir un vrai combat qui va se terminer avec Big Mom? On me l'a marqué dans les commentaires, je l'ai beaucoup lu, que Big Mom, vu qu'elle a mangé une partie de son expérience de vie, qu'après elle soit un petit peu boulimique et qu'elle continue à bouffer sa vie pour toujours continuer à augmenter sa puissance, jusqu'au moment où elle va s'auto-tuer. Je sais pas, franchement je sais pas. Mais par contre tout ce que je sais, c'est que Law, le traitement que le personnage a été introduit ici avec ce combat et surtout son désir de connaître plus sur l'histoire du siècle oublié et par l'intermédiaire de ça, l'histoire de ses ancêtres, justement, Lady, parce que quand on reprend le chapitre 798, quand il a cette conversation avec Sengoku, parce que dans le précédent chapitre, moi je vous ai dit que Law, son but, c'était la destruction de Doflamingo. Et il y en a qui m'ont dit non, là c'est pas la destruction de Doflamingo, c'est vraiment le détruire Kaido et peut-être prendre sa place. Alors que non, quand tu reprends le chapitre 798, c'est bien ce que j'ai dit, le but de Law, c'était de venger la mort de Corazon. Et ça, il le dit à Sengoku. Et il dit aussi qu'il est indie et qu'il voudrait en savoir plus. Et il demande des informations à Sengoku. Et Sengoku, lui, forcément, il se tait, il dit rien. Parce qu'il doit aussi connaître quelques trucs. Mais bien sûr, ça sera révélé à la fin. C'est-à-dire que Law, tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire qu'il allait se sacrifier pour aider Luffy, pour qu'il puisse avoir une sorte de renaître, de revivre, qu'il puisse être, entre guillemets, un petit peu immortel, comme Kaido. Et ainsi, il y aurait eu la confrontation un petit peu entre les deux dieux, c'est-à-dire Luffy immortel face à un Kaido qui est une bête aussi immortelle, et le sacrifice de Law, il aurait été présent ici. Sauf que non. Law ne va pas mourir tout de suite. Il mourra. Law mourra. Ça a été annoncé par rapport au power-up ultime de son fruit, mais ça sera sûrement sur la bataille finale, ça sera pas au niveau de Wano Kuni. Mais avant ça, il a besoin d'accompagner les Mugiwara pour être avec Robin quand ils atteindront cette île finale et qu'ils verront le secret qui est peut-être lié justement à cette guerre avec le siècle oublié et avec bien sûr Lady.
Bref, encore une fois, Law et Kid, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais tout ce que j'espère, oui, ça fait 3 fois que je le dis, c'est que Big Mom nous fasse pas une Big Mom. On va rapidement parler de Apu ainsi que de Diaz Drake. À quoi sert justement cette conversation entre les deux ? Cette conversation, à mon sens, sert à montrer que l'équipage de Kaido n'existe plus. Non, il n'existe plus. Et de ce fait, si l'équipage n'existe plus, Kaido n'existera plus. C'est-à-dire que là, ici, à travers ça, vu que ça continue toujours à parler de trahison, on a vu que les Tobiropo, ils se sont fait complètement latter, que les Supernova qui étaient au service de Kaido, ils vont tous partir ou qui sont tous en train de le trahir, ça annonce que il y aura plus d'équipage. Là déjà, la moitié de son armée se fait taler. Les gifters, on n'en parle même pas parce qu'ils ne servent absolument à rien. Surtout que maintenant, grâce à Okiku, non, c'est Otama. Grâce à Otama, maintenant, ils sont du côté des Mugiwara. Franchement, l'équipage de Kaido, il est plus là. Donc, obligatoirement, Kaido, après, ne sera plus là. Et encore une fois, ça annonce quand même que Kaido va sûrement mourir à la fin de cet arc. Et ça, encore une fois, juste petit rappel, entre parenthèses, ça sera génial. Pourquoi ? Parce que c'est ce que cherche Kaido depuis longtemps. Mais juste avant de mourir, je sens que Kaido va lâcher une petite information à Luffy sur Chebek et sur le... Justement, et c'est peut-être ça qui va pousser Luffy à aller en urgence trouver Raftel, ou Loftel. Enfin, trouver l'île qui est tout au bout. Et donc, s'ils vont à Raftel ou Loftel, ils vont avoir besoin de qui ? Ils vont avoir besoin de Robin. Sauf que Robin, bien sûr, elle est en train de sentir qu'il y a des personnes qui ont un intérêt pour elle et que ces personnes-là, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est qui ? Ah, je vous le demande. C'est qui ? Les personnes, c'est le Cypher Pole, Aegis, enfin le CP0 et le CP0. C'est qui ? C'est les anciens du CP9 avec sûrement de nouvelles personnes qui sont très très puissantes. Et pendant les 2 ans, je pense qu'ils se sont pas tournés les pouces et qu'ils ont fait quand même pas mal de nouvelles techniques, d'un nouveau pouvoir. On avait déjà appris ça au niveau de Dressrosa, et là, c'est Robin qui nous le dit. Et là, on peut se dire, mais vu qu'ils sont aussi puissants, pourquoi étaient-ils autant à la botte de Orochi ? Parce que quand on a eu la conversation entre Orochi et le CP0, il leur parlait un petit peu comme à des chiens. Vu que le Cypher Pole 0 était en négociation au sein du gouvernement mondial, et comme le gouvernement mondial ne voulait pas encore envahir Wano Kuni, maintenant, ils veulent l'envahir parce qu'ils savent que Orochi et tous les autres, ils sont en mauvais état. Donc, c'est le moment justement de prendre la main sur le pactole militaire que représente justement cette île avec la fabrication des armes. Eh bien, ce qui se passe, c'est que avant, ils marchaient un petit peu sur des œufs et ils devaient un petit peu satisfaire le bouffon qui était Orochi. Sauf que là, maintenant, ce n'est plus le cas. Et là, maintenant, ils peuvent vraiment rentrer dans la danse. Et est-ce que Brook est assez puissant pour pouvoir les maîtriser? Est-ce qu'il va pas y avoir d'autres personnes, ou est-ce qu'il va pas avoir des ordres qui vont venir d'un peu plus haut pour qu'à un moment ils arrêtent? Là franchement, je ne sais pas, mais pour Robin, franchement, ça craint légèrement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas la force de pouvoir les combattre, je dis seulement que en ce moment, elle est légèrement fatiguée face au combat qu'elle a fait contre les Tobiropo. Certes, Brook a encore la pleine puissance, mais franchement, j'ai quand même une légère crainte. Alors après, peut-être qu'il y a Franky qui va arriver, qu'il y a Usopp, qu'il y a Nami, qui vont faire un barrage pour sauver cette Nakama, parce que si Robin a les prix, on va repartir sur un NES Lobby. Alors en un sens, avec le parallèle, ça peut un petit peu fonctionner, sauf que ça va pas être un NES Lobby pareil, ça va peut-être être un NES Lobby avec la fusion d'un Impelden, mais over 9000. Peut-être que Vegeta va arriver d'ailleurs. Ça y est, on va enfin parler de Sanji. Et que dire ? Surtout, par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire. On va peut-être commencer par l'action qui a éveillé en lui ce sentiment un petit peu de détresse. Il y a une fille qui est au sol, qui est traumatisée en voyant Sanji. Est-ce que ça serait Sanji qui l'ait frappé ? Franchement, je ne puis admettre
cette action de la part de Senji, même s'il était perdu dans ses pensées, parce que tout simplement, au fond de lui, il a toujours cette conscience de la personne qu'il est. On va un petit peu dire que c'est l'âme, la bonté d'âme qu'il a, et involontairement, il ne peut pas frapper quelqu'un. Il ne peut pas être cette autre personne qui est le Germa. Ce que je pense, et je l'ai dit pendant la réaction live, je pense qu'il a dû percuter la fille pendant qu'il courait, pendant qu'il était perdu dans ses pensées. Ou alors, ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard, c'est que la fille elle était attaquée par d'autres personnes et que Senji, inconsciemment, voyant une fille en détresse, il a totalement massacré. Mais quand je vous dis massacré, c'est quelque chose que Ichiroda a dû mettre hors champ pour pas qu'on soit choqué. La fille, elle, quand elle voit ça, elle est choquée. Mais encore une fois, il est absolument impossible. À mon niveau de conscience et à mon niveau d'analyse, je peux parfaitement me tromper. Vous, dans les commentaires, dites-le moi. Ça fait partie de l'ADN. Et on va justement jouer là-dessus. Du personnage, de l'ADN. Je parle de l'ADN narratif. Le fait de faire que Senji frappe une femme... Il va trop s'en vouloir pour lui, il tomberait dans une détresse mentale qui serait absolument incroyable. Et on sait toujours que Ichiro Oda aime bien nous induire en erreur. Là où on va plutôt se concentrer, c'est sur la conséquence de l'action. C'est-à-dire que si, imaginons, il l'est blessé involontairement en lui rentrant dedans, ça lui montre encore une fois que il ne veut pas être ce que ses frères sont. Et ce qui est dingue, et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois dans la critique analyse justement du chapitre où on avait cette question sur Senji, je pensais qu'il allait quand même utiliser le Red Suite à contre-cœur parce qu'il avait une obligation, sauver Nami ou sauver Robin. Pour moi, c'était absolument ça. Sauf que là, Ichiroda nous l'amène autrement. Parce qu'il y a aussi eu une autre question qui nous a été amenée, c'est-à-dire que le pouvoir de Senji était un faux pouvoir car c'était lié à sa Red Suite. C'est-à-dire que c'est pas un pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir qu'il obtient par un déguisement. J'avais fait un petit peu le parallèle avec Zoro et les katanas. Mais là, Ichiroda, il va encore plus loin. C'est-à-dire que quand il a mis le Red Suite et qu'il a combattu King, au niveau de son ADN, tout s'est éveillé. Et je ne l'avais pas vu, et je vous remercie 1000 fois dans les commentaires de me l'avoir dit, le sourcil de Senji a totalement changé de sens. C'est-à-dire que génétiquement, il est la personne que son père voulait qu'il devienne. Et c'est d'un point de vue ADN. Et ça, c'est très important de pouvoir séparer ces deux choses, l'ADN et d'un autre côté, l'âme, ce que la personne est au fond d'elle. À travers ça, il n'a plus besoin du Red Suite qui était l'image extérieure d'une appartenance à une catégorie. Ça, il l'a détruit. Le Red Suite était aussi ce qui pouvait peut-être lui permettre d'obtenir une capacité, c'est-à-dire que s'il devait combattre plus tard, il aurait toujours eu besoin de prendre le Red Suite, et comme on sait que s'il n'est pas ultimement obligé de l'avoir, il ne l'aurait jamais utilisé. Là, ce qui se passe, c'est que son Red Suite n'était seulement qu'un habit, parce que au fond de lui, maintenant, il est cette personne avec un pouvoir absolument dingue. Et c'est un pouvoir qu'il a inné. Et maintenant, c'est l'âme, ce qu'il est réellement au fond de lui, qui vont lui permettre, au-delà de ses frères, d'atteindre une puissance encore plus forte. Parce que, on le rappelle, et ça je l'ai encore dit la dernière fois, ses frères avaient une puissance grâce à une tenue, mais ils n'avaient pas la bonté d'âme pour sacrifier ce qu'ils sont, pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Ce n'était que des simples armes. Senji, au-delà de ça, c'est un humain qui a une puissance. Mais avant tout, c'est un humain. On peut assimiler le Red Suite à un cocon, à la chrysalide. Il l'a revêtu une fois, il s'est développé, et maintenant il n'en a plus besoin parce qu'il est devenu quelque chose d'encore meilleur. Et le fait qu'il se questionne, non pas de ce que lui il ressent ou de ce que c'est de ce qu'il représente par rapport à d'autres, par rapport à son capitaine, par rapport à l'obtention
du rêve de Luffy d'être le seigneur des pirates. Sanji, comme je le dis dans cette vidéo, il atteint un stade au-delà de ce qu'il était. Il y a un nouveau Sanji qui apparaît, qui va enfin avoir les capacités pour pouvoir défendre ceux qu'il aime, pour permettre à ceux qu'il aime d'atteindre leurs rêves. Et c'est pour ça qu'on voyait depuis aussi longtemps, et que ça a été une sorte de running gag où à chaque fois qu'il combattait, il se brisait les jambes, qu'il avait mal et tout, parce que ce n'était qu'un simple humain lambda. Sauf que maintenant, c'est un humain 2.0, le meilleur, tout simplement, de l'humain. Je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un gros souci avec l'enregistrement. Le micro, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, le câble sûrement s'est débranché. Et donc toute la partie où je parle de la relation entre Sanji et entre Zoro, eh ben il n'y avait pas de son. Donc voilà, je suis obligé de la retourner en urgence juste avant de finir le montage de cette vidéo et de la mettre en ligne. Oui, je sais qu'il y en a certains qui sont en train de regarder ça. C'est un cadeau que j'ai eu du Japon par deux amis qui y ont été. C'est C17 et C18, voilà, je vais vous appeler comme ça. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Voilà, c'est un super cadeau. Donc des fois je le mets pour faire le montage. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire, me direz-vous? Ça fait vraiment plaisir que Sanji en désespoir de cause par rapport à ce qu'il pense de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un mec qui est plus capable de maîtriser ses émotions et qui va taper une femme alors qu'il s'est promis de jamais le faire. Donc si il devient vraiment quelqu'un comme ça, il demande tout simplement la personne en qui il a le plus confiance, parce qu'il faut bien savoir que le seul dans l'équipage qui est capable de le tuer, et là je ne parle pas d'un point de vue puissance, mais je parle d'un point de vue moral, c'est Zoro. Il demande à Zoro de le tuer, et là Zoro répond qu'il se fera un plaisir de le faire, mais je pense aussi que c'est dans l'ironie. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est quand il dit en attendant ça, je t'interdis de mourir. Et là, ça fait écho justement à ce que il s'est passé entre Jinbei à la fin de Whole Cake et aussi Luffy. Et je pense que Zoro considère Sanji comme un frère d'armes. Je veux dire qu'ils sont à deux à soutenir, à pouvoir amener Luffy à accomplir ses rêves. Et c'est un petit peu ce que nous montre Eiichiro Oda ici, parce que Jinbei, même si Jinbei a une certaine puissance, il a été un petit peu relégué au second plan. Là on a vraiment le Monster Trio, Luffy, Sanji et Zoro. Vous remettez les personnes dans l'ordre en fonction de leur puissance, comme ça vous amuserez dans les commentaires à dire qui est plus fort que qui. La relation entre les deux, elle a vraiment évolué, et c'est vraiment quelque chose qui fait hyper plaisir. C'est pas pour rien que Eiichiro Oda nous a mis vraiment Sanji et Zoro en train de combattre les deux bras droits. Et maintenant, comme je l'ai dit précédemment, avec la nouvelle évolution du pouvoir de Sanji, on pourrait amener à se dire que maintenant, et je sais que ça va faire hurler beaucoup de personnes, Sanji est maintenant l'égal de Zoro. Et on reprend ce que Robin avait dit, les deux ailes qui vont porter Luffy pour qu'il soit le seigneur des pirates. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette critique analyse. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par autour de vous. Laissez des commentaires. Il semblerait, pareil dans les commentaires, dites-le moi, mais qu'il y ait une pause. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le chapitre 1032. En attendant, amusez-vous bien, profitez de la vie. Et justement, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Franchement, Eiichiro Oda, pour une fois, il a réussi un truc absolument incroyable. Non, pas pour une fois. Eiichiro Oda a réussi à faire quelque chose pour Sanji. Pourquoi j'ai encore tapé? Le plafond est trop bas. Le plafond est beaucoup trop bas. T'as lu le chapitre 1035 de 1035, carrément, le futur. Eiichiro Oda a réussi enfin à donner quelque chose, à faire. Non, il a réussi à quoi? Je sais plus. La profondeur qu'on attendait de Sanji. Alors oui. Sanji. Ah non. Ça nul. On passe maintenant à la suite. Un petit coup de café juste avant. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. De partir, et ça bien sûr, ça annonce la fin de Katakuri. Si Katakuri... Non, pas Katakuri mon con, c'est Kaido.
Est-ce que le Cypher Paul Aegis, est-ce qu'ils sont quand même assez puissants? Parce que Orochi arrivait quand même à les maîtriser. Et je dirais même à les maîtriser et même leur faire peur. Paf! Je suis en plein montage et je viens de m'apercevoir de quelque chose. Je vais peut-être gueuler un peu trop dans le micro. Micro! Je suis complètement taré, ça va pas du tout. Je suis fatigué.